Bonjour. Vous venez de publier aux éditions Erol le manuel du borderline, en collaboration avec les docteurs Dessay et Pirou, et avez gentiment accepté de répondre à nos questions. En quelques minutes, pouvez-vous nous expliquer ce que signifie le terme borderline ou état limite? Merci. Le mot borderline, état limite, est en fait un mot assez ancien, un terme assez ancien, près de 100 ans. Et il a été utilisé au départ par les médecins, les psychiatres, pour catégoriser un certain nombre de patients qui ne savaient pas bien où les mettre. À l'époque, c'était un peu à l'époque de Freud et Kraepelin, on avait défini en gros en psychiatrie deux grandes catégories de patients, les patients qu'on appelait psychotiques, qui perdaient le contrôle, le contact avec la réalité de manière assez longue. Aujourd'hui, on parle de patients souffrant de schizophrénie ou de troubles bipolaires, et d'un autre côté, des patients qui souffraient de névrose, des patients plus normaux, entre guillemets, dans la réalité, mais qui avaient toute une série de problèmes. Aujourd'hui, on parlerait de TOC ou de problèmes anxiophobiques. Et à l'époque, on remarquait qu'il y avait toute une série de personnes pour lesquelles au départ on pouvait donner par exemple le diagnostic de névrose, les prendre en thérapie, en analyse, et après un certain nombre de semaines ou de mois, ces patients qui avaient une anxiété normale, on dirait au départ, soudain avaient des problèmes d'humeur importants, des troubles des émotions, devenaient très en colère, très paranoïaques, parfois perdaient carrément le contrôle avec la réalité, et on parlait alors de troubles pseudo-névrotiques. Généralement, le traitement s'arrêtait là. D'un autre côté, on avait des patients hospitalisés. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médicaments. Ils étaient hospitalisés pour des troubles psychotiques, perdant le contrôle avec la réalité, etc. Et à l'hôpital, avec la structure hospitalière, sans doute avec du temps, ces patients se restructuraient. On les appelait donc pseudo-psychotiques. Et donc pendant des années, on ne savait pas bien comment traiter ces personnes et quoi en faire. Alors quand on ne sait pas quoi en faire, on dit que c'est des patients difficiles, qu'il n'y a pas de traitement, que ce n'est peut-être pas des vrais patients. Et puis depuis maintenant 10-20 ans, nous avons des diagnostics beaucoup plus précis. Et en gros, quand on parle de quelqu'un qui a un problème borderline, une personnalité limite, on parle avant tout de quelqu'un qui a des difficultés dans la régulation de ses émotions, qui va passer du tout au rien, de l'amour à la haine, qui ne va pas bien savoir s'il est attaché à quelqu'un ou pas, voire des problèmes de comportement aussi, parfois pour gérer ses émotions, des troubles alimentaires, des problèmes d'automutilation. Beaucoup de ces patients se coupent, par exemple. Donc c'est une première catégorie de symptômes. Une deuxième, ce sont des problèmes cognitifs, des difficultés justement à identifier les émotions, des difficultés même à pouvoir réécrire le narratif de l'histoire, des problèmes de mémoire, des problèmes parfois de paranoïa, surtout dans les moments de stress, et finalement aussi à certains moments des difficultés carrément de garder un sens de la réalité, et des épisodes psychotiques brefs. Tout cela bien sûr fait que, comme le dit Otto Kernberg, on a un problème d'identité. Il est difficile de savoir qui l'on est quand nos émotions vont comme ça nous emmènent d'un côté à l'autre. Connaît-on l'origine de ce trouble? Eh bien, on a remarqué, en étudiant ce patient maintenant depuis un certain temps, au départ, on pensait que c'était essentiellement lié à une histoire traumatique. On peut se dire que, comme pour la plupart des problèmes psychiatriques, on assiste à un mélange entre une prédisposition probablement génétique à l'origine et puis des facteurs environnementaux. Et au départ donc, on pensait que la plupart, tous les patients souffrant de problèmes borderline avaient eu des problèmes d'abus sexuels, d'abus physiques et de négligence, ce qui a conduit parfois à pas mal d'injustices, ayant parfois exclu les familles de ces patients, ce qui ajoutait à leur souffrance sentiment de culpabilité et d'exclusion. On se rend compte aujourd'hui que donc il y a une partie génétique, une partie de l'environnement, que bien sûr beaucoup de ces patients ont une histoire traumatique, abus physiques, sexuels, d'abandon, parfois des problèmes du fait de grandir dans un environnement extrêmement chaotique. Par exemple, si vous grandissez au moment où il y a une catastrophe naturelle, ou dans un pays en guerre, où vous avez un parent très malade, ou des parents qui perdent leur emploi. Et puis d'autres fois, on ne sait pas bien ce qui s'est passé au niveau de l'environnement, parce que les frères et les sœurs vont bien, mais le patient borderline n'a pas pu acquérir
la maîtrise et l'identification de ses émotions comme on l'aurait souhaité. Cela est-il curable? Oui, donc la bonne nouvelle, bien sûr, c'est qu'après bien des années, presque un siècle d'errance, en fait, depuis les années 60-70, on a développé toute une série de traitements qui sont psychothérapeutiques avant tout. Donc il n'y a pas une pilule qui guérit le problème borderline. Bien sûr, les médicaments peuvent aider. Quand on souffre de dépression, qu'on souffre de moments plus psychotiques, on peut bénéficier de certains médicaments, mais avant tout, le traitement est un traitement interpersonnel. Et comme nous le décrivons dans le livre, plusieurs techniques ont été maintenant prouvées efficaces, soit dans le domaine des thérapies psychodynamiques, soit dans le domaine des thérapies cognitives et comportementales. Ces traitements montrent qu'après, en général, 5 ou 10 ans, la plupart, une toute grande majorité des patients ne souffrent plus des symptômes comportementaux vraiment problématiques. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que tout est résolu. Et il faut parfois un traitement plus long pour gérer les souffrances plus existentielles qu'on peut conserver. Une remarque cependant, c'est que 10%, ce qui est un nombre vraiment très important, 10% des patients souffrant de ce trouble borderline vont mourir soit d'une tentative de suicide qui a réussi, entre guillemets, soit des conséquences parfois de comportements automutilatoires. Pourquoi avoir écrit ce livre en 2013? Nous avons rédigé, le docteur Dessay a invité le docteur Perroux et moi-même à écrire ce livre pour le grand public, parce que nous avons réalisé, en tout cas qu'à notre connaissance, le public francophone ne disposait pas d'un livre généraliste, complet, précis, qui puisse aider patients, familles de patients et parfois les généralistes, les travailleurs de santé mentale de première ligne, à comprendre vraiment ce phénomène et à acquérir certains trucs, certaines manières de penser, voir ce qu'il y a comme traitement, ce qu'on peut proposer comme traitement à ces patients. Ces livres existent dans le monde anglo-saxon depuis longtemps. Dans le monde anglo-saxon, les associations de patients, par exemple, et de familles de patients ont fait beaucoup de travail pour diffuser une information, mais nous n'avons pas trouvé le livre à recommander à nos patients en francophonie, et donc nous avons décidé de l'écrire. À quel public s'adresse-t-il? Donc, comme je viens de le préciser, le livre est avant tout destiné aux patients, à leurs familles, à leurs proches, à leurs partenaires, conjoints, enfants, parents, à l'entourage. Parfois, on entend qu'un collègue de travail a des problèmes dans ses relations, puisque avoir des problèmes au niveau de nos émotions et de leur régulation, ça entraîne parfois des problèmes au travail. Donc le grand public, mais aussi les travailleurs de santé de première ligne qui eux-mêmes vont être en contact avec des patients souffrant de ce trouble. Docteur, quelle est votre expérience dans ce domaine? Bien, je crois que depuis mes études de médecine et au début de mes études de psychiatrie, que j'ai été intéressée, c'est-à-dire il y a 25 ans, plus de 25 ans maintenant, par les personnes présentant cette souffrance. D'abord parce qu'ils étaient pendant très longtemps mal compris, jugés, et parce que la médecine ne leur offrait pas le traitement qu'il fallait, souvent on les rejetait. Et donc en travaillant avec ces patients depuis très très longtemps, ils m'ont appris énormément à propos de mon travail, à propos des relations humaines, à propos de la puissance parfois de la relation thérapeutique. J'ai aussi la chance de travailler en Europe et aux États-Unis d'être exposée aux formations des grands penseurs de ce trouble comme Otto Kernberg. J'ai suivi des formations avec Marshall Linehan, suivi quelques formations avec Batman et Fonagy en Angleterre. Et donc on a pu réaliser combien en fait notre expérience en tant que thérapeute, en tant que médecin, que psychiatre, peut vraiment aider une personne à se reconstituer, à comprendre comment elle fonctionnait, à acquérir de nouvelles compétences et à vraiment transformer une vie pour la personne elle-même et pour son entourage. Ce qui est assez remarquable. Et je vis comme un privilège d'avoir eu l'occasion de travailler avec tant de patients et d'avoir pu un petit peu les aider. Et nous espérons tous, mes collègues et moi, que ce livre va être un outil de plus dans leur boîte de manière à surmonter ces troubles et cette souffrance parfois vraiment énorme dont souffrent les patients. Docteur Grosjean, merci beaucoup. Merci à vous.